bonsoir Ludovic Mendes et Antoine Léaumont, un macroniste et un insoumis d'un franc-parler ce soir pour évoquer ce rapport sur l'efficacité de la lutte contre les trafics de stupéfiants. 7 mois de travail et une proposition à contre-courant du tout répressif, la légalisation du cannabis. On en parle juste après l'invitation de Dario Borgognoni. Si on vous invite, Antoine Léaumont et Ludovic Mendes, c'est pour votre rapport qui propose la légalisation de la consommation récréative de cannabis. Dans ces 300 pages, fruit de 17 mois de travail, vous pointez l'échec de la politique du tout répressif dans notre pays, le premier en Europe en consommation de cannabis, 900 000 usagers quotidiens. Si vous êtes d'accord sur la légalisation, vous divergez sur le modèle. Vous, Antoine Léaumont, député insoumis, c'est un modèle étatiste centré sur la santé publique que vous souhaitez. Ludovic Mendes, député apparenté EPR, vous défendez un modèle plus libéral en confiant la production, la distribution et la vente à des opérateurs privés séparés. Malgré certaines différences, le fond reste le même, assécher le trafic illégal avec l'invention d'un modèle français de régulation de stupéfiants et dépénaliser l'usage et la détention d'autres drogues comme la cocaïne ou l'héroïne. Des propositions à contre-courant de la politique actuelle du gouvernement, en pleine guerre contre le narcotrafic et la stigmatisation du consommateur. Alors, évidemment, ça agace. C'est un discours de défaite. La drogue, c'est extrêmement mauvais pour la santé, chacun le sait, mais c'est aussi un coup de poignard donné à la société. Tous les pays qui ont légalisé les circuits parallèles illégaux sont restés intacts. La légalisation, c'est non. Face à ce désaveu, vous maintenez ce projet de légalisation avec même comme vocation pour la culture de cannabis d'en faire une filière française d'excellence. Et bienvenue à vous deux sur ce plateau dans Ça vous regarde. Vous savez très bien que ça fait 30 ans qu'il revient ce débat sur la légalisation et qu'il n'y a jamais eu de majorité dans l'hémicycle pour l'adopter. 58% des Français s'y opposent et on est clairement dans un gouvernement extrêmement répressif. Même votre président de groupe, Ludovic Mendes, Gabriel Attal, est totalement contre. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être totalement isolé sur le sujet ? Pas du tout, personnellement, parce Pourquoi ? que déjà, le dernier sondage qui a été publié, il contredit celui qui était précédent. En fait, il y a une évolution constante vers la légalisation et le dernier sondage, effectivement, donne l'impression qu'il y a un recul. Mais en même temps, quand des gens répètent sans arrêt que ce n'est pas une méthode efficace, on peut comprendre que les gens se disent, bon, pourquoi pas. Alors, on va entrer dans le détail pour que vous démontriez le contraire. Déjà, comment vous avez travaillé ? Si vous pouvez me permettre, je voudrais bien, parce que vous m'avez posé une question par rapport à Gabriel Attal et Allez-y. Nous partons du principe que nous sommes parlementaires et on a enlevé notre dogme politique pour faire ce rapport. On part du principe que ce n'est pas au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice d'apporter simplement la réponse. On aimerait aussi entendre le ministère de la Santé, on aimerait avoir un débat de société sur le sujet. Et les sondages sont beaucoup plus compliqués que ce qu'on nous dit actuellement. J'ai bien vu le dernier du Cevipof qui dit qu'à 58%. Et on peut en trouver un autre qui nous explique que c'est de l'inverse à 58%. Et concernant Gabriel Attal, il l'a bien dit au nom du Parti Renaissance, il n'y a pas de débat actuellement. Et Ambroise Méjean, déjeune avec Macron, nous prouve que c'est l'inverse. Vous avez travaillé 7 mois, vous avez beaucoup consulté, vous allez nous dire qui vous avez vu. Est-ce que vous êtes entré dans ce travail avec une conviction préalable ou est-ce que vous avez pu changer d'avis ? En fait, c'est plus que 7 mois parce qu'on a poursuivi les travaux d'une mission d'information qui avait été lancée il y a en réalité 1 an et demi. Donc moi j'avais évidemment une conviction sur le sujet. On me propose dans le programme de la France Insoumise cette légalisation du cannabis. Mais sur plein de sujets, j'avais pas nécessairement une opinion arrêtée. C'est pas mon domaine de spécialité que cette question-là. On a fait on a auditionné une centaine de personnes. Et vraiment, l'idée principale, c'est ce qui est fait jusqu'à présent ne fonctionne pas. La pénalisation des consommateurs n'a pas permis de faire baisser la consommation. Comment vous expliquez d'ailleurs ce paradoxe où la France est le premier consommateur en Europe, 60% du marché c'est le cannabis et elle a la législation pourtant la plus répressive. Comment vous expliquez ça ? La majorité des pays européens autour de nous ont mis en place un volet de prévention et médico-social qui est bien différent du nôtre. Le nôtre, des fois, il n'y en a pas. Ça veut dire que si vous faites attraper demain avec de la cocaïne, vous passez devant le policier, potentiellement devant un juge. Certains passent par la case prison parce que c'est pas la première fois et ils sont en récidive, mais ils sont jamais traités d'un point de vue médical. Donc c'est la prévention la clé. La prévention, mais pas que la prévention. Finalement. Il faut pouvoir faire éviter que la personne rentre dans la première consommation et après il faut pouvoir se donner les moyens de la sortir. Et il y a d'ailleurs des responsables politiques, il y a des responsables de médias, il y a des personnes qui témoignent de leurs difficultés à sortir de cet engrenage dans la cocaïne, dans l'héroïne. Et moi je le raconte, je l'ai vécu en plus malheureusement dans ma famille, je sais à quel point c'est compliqué.
connaissant des personnes qui auraient dû être accompagnées par l'État, ont été abandonnées et jetées en prison. Alors, prévention et légalisation. Parce que sur le cannabis, vous voulez un seuil légal de détention, 10 à 25 grammes. Expliquez-moi. C'est plus compliqué que ça. Alors, je vous en prie, allez-y, peut-être Vas-y, Antoine Léaumont, moi, je voulais répondre sur légalisation, prévention, donc peut-être sur le... Alors, globalement, on a fait 2 propositions qui sont retenues énormément, mais il y en a plus de 60 derrière. Parce qu'on ne parle pas que de ça, parce qu'on est d'accord pour dire... Vous saviez bien qu'en allant sur la légalisation, on est d'accord un débat médiatique. Il faut aller plus loin sur la lutte contre les narcotrafiquants. D'ailleurs, on l'écrit noir sur blanc dans le rapport. 10 à 25 grammes. L'idée, avec même 4 plants de cannabis maximum chez soi par an. Parce qu'on est obligé de mettre des seuils. Ça a été fait en Allemagne, ça marche très très bien. Les Allemands ont fait la même chose que nous et on veut limiter aussi pour les jeunes, pour les plus jeunes de moins de 25 ou moins de 21 ans, parce qu'il y a un impact potentiel sur le développement du cerveau. Dans la pénalisation, on propose donc de limiter à 3 grammes sur la possession sur soi et dans la légalisation d'aller jusqu'à 25 grammes. Pourquoi on propose ça? Parce qu'on se dit que si on limite le grammage, si on limite un taux de THC, non pas à 2 ou 3%, on n'est pas dans cette logique-là, on peut mieux accompagner le consommateur. L'idée, c'est de sortir de la répression pour aller vraiment sur la consommation et l'accompagnement à la non-consommation. Est-ce que vous avez une différence là-dessus? On a effectivement un modèle qui est un peu différent, mais dans les 2 cas, il y a une place de l'État. Moi, je suis sur un modèle très étatiste parce que ma logique, c'est l'État va pouvoir faire des politiques de santé publique et dès l'instant où on fait venir des acteurs privés, il peut y avoir une tendance à essayer de faire d'abord du profit et ensuite... Concrètement, le modèle, c'est quoi quand l'État gère la filière et la consommation? Mon modèle à moi, c'est plutôt le modèle québécois qui a des impacts positifs, notamment sur la baisse de la consommation chez les plus jeunes, notamment sur la sortie du marché illégal d'une partie, enfin de l'essentiel d'ailleurs, de la consommation de cannabis. Mais c'est surtout ça que j'aimerais dire, parce que tout à l'heure, j'ai entendu M. Retailleau à l'Assemblée nationale dire... ah oui, vous avez répondu point par point. Vraiment, c'est n'importe quoi. Vous n'assécherez pas le trafic, c'est le principal argument. Précisément, ce qu'a montré parce que vous irez vers d'autres drogues plus dures. Alors justement, j'aimerais répondre sur ça, parce que ça, c'est un argument qui est souvent donné. Mais est-ce que vous pensez que les gens vont aller vers une drogue plus dure en allant dans une boutique où il n'est vendu que du cannabis? Ou bien est-ce que vous pensez que des gens vont aller vers une drogue plus dure quand ils vont aller chez un dealer qui va leur faire des offres promotionnelles en disant pour 10 grammes de cannabis acheté, je t'offre 1 gramme de cocaïne? Pourquoi les dealers font-ils cela? Parce qu'ils savent que la dépendance à la cocaïne est bien plus forte qu'au cannabis. Parce qu'ils savent aussi que la cocaïne, ils la vendent 60 € le gramme, alors que le cannabis, ils le vendent 10 € le gramme. Donc ils gagnent 6 fois plus sur la cocaïne. Ils ont intérêt, en fait, à ce que les gens passent des consommations cannabiques aux consommations de cocaïne ou d'autres drogues. Alors attendez, parce que là, il faut qu'on se figure les choses. Vous avez des divergences. Antoine Léaumont, vous voulez un système entièrement public, géré par l'État. C'est quoi? La production, la distribution, il y avait des boutiques d'État. Oui, c'est ça. C'est ça. Et vous, c'est privé. Pour lui, c'est la revente. La revente qui se fait par l'État. Et moi, je pars du principe que c'est une forme de licence. Comme il existe les licences 4 pour les bars, les licences restauration pour les restaurateurs, les licences pour les bureaux de tabac qui sont reconnus par le ministère de l'Industrie. Donc les coffee shops comme à Amsterdam? Non, les coffee shops, c'est encore autre chose. Qu'on soit clair sur une chose. Le coffee shop à Amsterdam, c'est la légalisation d'un produit qui est vendu de façon obtenu de façon illégale. Les Pays-Bas ont entretenu les trafics. Les Pays-Bas ont mis les trafics en exergue et leur ont donné les moyens d'être très puissants comme ils le sont aujourd'hui. D'ailleurs, ils menacent la famille royale des Pays-Bas aujourd'hui. Donc le système à la française. On veut un système à la française avec des agriculteurs qui participent à ça, des transformateurs, des distributeurs. Antoine est plutôt sur une logique de dire moi je veux que ce soit l'État qui gère. Moi je dis il faut des licences. Je suis sur la responsabilité individuelle de chacun. Mais vous reconnaissez que le tabac, dans le paquet qu'on vend dans le tabac, on veut surtout pas que ça soit... c'est pas la même chose que le cannabis. Vous faites la distinction. Bien entendu. Et on veut, comme on parle de pharmacie agréée, on parle de club cannabique. Et on veut surtout pas que ça puisse être vendu dans les bureaux de tabac parce qu'on veut pas de consommation croisée. Il y a aussi cette réalité qu'on doit prendre en considération. Aujourd'hui, le cannabis est la seule drogue spécifique qui ne crée pas d'addiction. C'est reconnu par les addictologues, par la pharmacopée française et internationale. Les études scientifiques sont formelles là-dessus. D'ailleurs, quand vous fumez un joint, ce qui est dangereux, c'est il y en a avec le THC. Alors, il peut y avoir un impact sur le cerveau quand on est plus jeune et quand on a certaines maladies. C'est malheureusement 1% de la population sur la schizophrénie. Et pour les plus jeunes, c'est pour ça qu'on limite le taux de THC et le taux en termes de grammage qu'on peut obtenir chaque mois, qui est inférieur
à une personne de plus de 21 ou plus de 25 ans. Il peut y avoir des addictions psychologiques très fortes au cannabis. Et si c'est une addiction psychologique, ce n'est pas la même chose qu'une addiction physique. Et ça, il faut prendre en considération. C'est pour ça qu'on propose un accompagnement médico-social. Sur la jeunesse, c'est important parce que là encore, Bruno Retailleau vous a répondu que les adolescents fumaient. C'est facile alors que c'est faux. Les premiers essayants, si j'ose dire. Et si vous avez un seuil maximum, vous allez peut-être avoir un marché noir avec des jeunes qui voudront On va aller lui envoyer le chercher rapport et il du verra plus qu'il dit des bêtises. Et justement, sur la question des jeunes, qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on préfère que les jeunes aillent se fournir auprès de dealers? Vous pensez que les dealers, quand ils vendent du cannabis, ils disent attention, si tu fumes du cannabis avant 25 ans, tu as des risques de développer des schizophrénies et des paranoïas? Bien sûr que non. Les dealers, ils ont intérêt à vendre de la drogue. Donc, par contre, si on fait des boutiques avec, dans le modèle de Ludovic Mendes, des licences avec des règles qui sont associées aux licences, et dans mes boutiques à moi, des boutiques d'État, eh bien, on peut mettre des règles en disant si la personne a moins de 25 ans, il faut lui donner des documents ou lui dire que voilà les risques qui sont posés sur la consommation. Et sur le marché noir qui a explosé, je vous recite Bruno Retailleau, ça pourrait être un débat. On lui propose 40% au Canada, 50% en Californie. Mais non, mais attendez, il faut regarder État par État. Le Québec, on est au-dessus des 40%. Il est certain que quand on regarde l'Oregon, quand on regarde le Colorado ou d'autres territoires, quand on mais il y a un effet de surconsommation qu'on observe après les légalisations, dans un premier temps. Juste une question, comment vous pouvez définir aujourd'hui le taux de consommation du cannabis dans notre pays alors que c'est illégal? C'est impossible. Donc à partir de là, oui, il y aura, par rapport aux études d'opinion, la possibilité d'avoir une consommation supérieure. Au Québec, il y a eu une consommation supérieure au tout début, et en fait, elle a stagné depuis le départ, et la consommation chez les jeunes, elle n'existe presque plus. Parce qu'il y a une meilleure prévention. Et c'est vraiment l'idée de ce que nous développons. Nous ne voulons pas développer la légalisation du cannabis parce que c'est un dogme politique. C'est parce que nous partons du principe que si on ne change pas de paradigme par rapport à ce qui est fait depuis plus de 30 ans dans notre pays, ça ne marchera pas. C'est pas en traitant le consommateur comme un vulgaire délinquant qu'on va y arriver. Il faut un accompagnement médico-social. Ce que dit Bruno Retailleau est faux. Mais déjà, même admettons, même si il ne reste que 40% dans le marché noir, ça fait quand même 60% qu'on a pris. Là, à l'heure actuelle, on est à 100% dans le marché illégal. On est à 100% de l'argent qui part dans les poches des trafiquants. Déjà, rien que 60%, c'est ça de prix. Et sur le modèle québécois, justement, le Québec a réussi à capter l'essentiel du marché illégal. Pourquoi? Parce qu'ils ont été compétitifs sur le prix, ils ont été compétitifs sur le taux de THC et ils ont installé des magasins un peu partout parce qu'il y a aussi la question de la proximité pour l'achat. Et ça, justement... Donc de la prévention, on assèche les trafics, on fait du suivi. Signalons quand même une chose. Et on régule. Signalons quand même une chose, c'est que nous proposons un modèle qui permet de faire baisser la consommation. Nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est les modèles qui permettent de faire de la prévention pour ne pas entrer dans la consommation, de la prévention pour faire baisser les consommations de ceux qui sont entrés dans la consommation, et de la prévention pour sortir de la dépendance. Alors le dernier volet, et là c'est peut-être plus difficile de vous suivre, c'est que vous voulez légaliser les autres drogues. Non. Dépénaliser. Alors expliquez-nous, cocaïne, ecstasy, MDMA et même l'héroïne, la dépénalisation, vous avez raison. Ça fait toute la différence. La légalisation, c'est l'autorisation d'un nouveau marché mis en place qui est régulé. La dépénalisation, c'est de dire que, alors, on a un désaccord sur le fond. Moi, par exemple, jusqu'à 3 grammes, je dis qu'on est dépénalisé. Vous allez être contrôlé par un agent de police, vous avez 3 grammes sur vous. Au lieu d'avoir une amende, comme c'est le cas actuellement, ou de se retrouver en garde à vue ou devant un juge, on va saisir votre matériel. Ce avec quoi vous étiez censé vous droguer, et on va vous placer ou vous accompagner sur un placement médical. C'est ça la dépénalisation, c'est-à-dire qu'au lieu de se retrouver devant un juge, on est accompagné d'un point de vue social et médico-social. La cocaïne. Et là, ça joue absolument pas sur le narcotrafic de ces drogues dures. Ah si, parce que si on enlève le consommateur, il ne consommera pas. Si vous l'enlevez. Mais là, vous le dépénalisez déjà. Mais aujourd'hui, vous n'enlevez pas le consommateur de la cocaïne quand il passe devant le juge. Je vous l'ai dit, il y a des personnes qui font des allers-retours en prison et qui, malgré tout, continuent à consommer parce qu'il faut enlever l'addiction. Il faut les accompagner. Et après, on a un autre débat, c'est au-delà de 3 grammes et de 6 grammes. Sans rentrer trop dans le détail, pour terminer, votre mot de la fin, parce qu'on se pose la question du devenir de ce rapport. Est-ce qu'il en faudra encore beaucoup d'autres ou simplement, c'est un débat présidentiel qu'il va falloir régler une bonne fois pour toutes, donc pourquoi pas par référendum? C'est une de nos propositions, justement, que ça passe par référendum, et on va aussi faire des propositions communes dans la loi sur le narcotrafic, on verra si on donne une suite. Mais je voudrais simplement dire une chose. Est-ce qu'on pense qu'on va faire baisser la consommation de cocaïne, d'ecstasy, d'MDMA en mettant des amendes aux gens? Est-ce que c'est efficace, si on réfléchit en termes de consommation, est-ce que c'est efficace de mettre des amendes? Est-ce qu'on mettrait des amendes à des alcooliques? Est-ce qu'on mettrait des amendes à des personnes qui sont dépendantes au tabac? Bien sûr que non. On fait des logiques de santé publique. C'est pas comparable.
Alors pourquoi c'est pas comparable? L'alcool, c'est une drogue dure. L'héroïne et le tabac n'est pas comparable. L'alcool, c'est une drogue dure qui tue 45 000 personnes par an. Et justement, moi, ce dont j'ai pris conscience en faisant ce rapport, c'est que précisément l'alcool est une drogue qui entre dans un système différent parce que culturellement, on a une différence d'approche vis-à-vis de l'alcool. Cette différence culturelle, elle nous a amené à faire des politiques de prévention qui ont fait considérablement baisser dans les 30 dernières années la consommation d'alcool. Peut-être sur l'alcool. Pareil sur le tabac, 75 000 morts. Non, mais le mot de la fin, il était très bon, c'est Antoine Léaumont qui l'a eu. On essaie de travailler de concert là-dessus malgré nos divergences, parce qu'il y a quand même des divergences dans ce rapport. Sur lesquels on est vraiment mais la réalité, c'est que ce qui est important pour nous, c'est de proposer vraiment un nouveau projet, un nouveau paradigme de société pour faire en sorte qu'on sorte de cette logique qui ne fonctionne pas et qu'on apporte autre chose. Merci. Et évidemment, je renvoie à votre rapport qui est disponible au public et qui est évidemment en ligne sur le site de l'Assemblée nationale. Merci, messieurs.